Attention, dans cette vidéo, je vais donner une brève description de chacun des 26 livres de la saga des Chroniques de Krondor. Ces descriptions sont très vagues en ce qui concerne l'intrigue et ne parlent pas du tout des retournements de situation et des résolutions. Cependant, elles contiennent des micro-spoilers, comme la présence de personnages dans un tome 2, qui, évidemment, vous informent que celui-ci a survécu jusque-là. Je ne pense pas que ces informations peuvent gâcher en quoi que ce soit votre appréciation de ces livres, car encore une fois, je reste extrêmement vague. Dans tous les cas, vous voici prévenus. Et maintenant, retour à la vidéo. Bonjour à tous, et bienvenue sur Univers Fantasy pour une nouvelle vidéo hors série. Depuis que j'ai commencé cette chaîne, je cherche un moyen de parler d'une de mes sagas favorites de tous les temps, les Chroniques de Krondor de Raymond E. Feist. Mais il y a tellement de livres dans cette saga que je me vois mal faire une critique par roman. Par ailleurs, je ne sais même pas si j'arriverai à être objective parce que j'adore ces livres. L'intégralité de la saga fait 26 tomes, et encore, je compte pas la trilogie des légendes de Krondor qui n'a pas été écrite par Feist, donc tactiquement, la saga complète elle fait 29 tomes, mais elle raconte plein d'histoires différentes, et c'est un monument de la fantasy. Je connais pas mal de gens qui ont lu La Guerre de la Faille ou la trilogie de l'Empire, et qui se demandent si ça vaut le coup de continuer. Cette vidéo est pour vous. Je ne vais pas vous spoiler aucun des livres, je vais juste teaser un petit peu avec un pitch bref et vous montrer pourquoi vous devriez toujours continuer à lire du Feist. Et pour ceux qui n'ont jamais rien lu et qui s'interrogent, je vais essayer de vous convaincre. Et si vous avez tout lu, je suis vraiment curieuse de savoir si vous partagez ma liste. Car oui, afin de faciliter le travail et de répartir ces nombreux romans en catégories, j'ai décidé d'utiliser une tier list. C'est un peu simpliste comme outil de classement, mais ça fonctionne bien, surtout sur YouTube. Je vais donc répartir les livres dans les catégories suivantes. Excellent, très bon, sympa et bof. Honnêtement, je ne trouve qu'aucun de ces livres sont mauvais, donc la pire catégorie c'est juste c'est un peu bof sans plus. Ok, c'est parti. Je vais les faire dans l'ordre chronologique de sortie et de l'histoire plus ou moins, et donc on va commencer évidemment par le tome 1, Magicien, le premier tome donc de la Guerre de la Faille. En français, quand il est sorti au début, il a été séparé en deux tomes, donc Pug l'apprenti et Milambert le mage. C'est le début de la saga, c'est le premier roman de Raymond E. Feist. C'est culte comme livre pour moi. C'est carrément très culte. Je l'ai relu il y a 3 ans et ça se tient toujours aussi bien, c'est vraiment très bon. Je trouvais qu'on voyait un petit peu de fait, on voyait que c'était un premier livre en fait écrit, ce qui fait que je vais peut-être pas le mettre dans excellent, même si ça me titille un petit peu. Je pense que je vais le mettre dans très bon. Magicien, évidemment c'est l'introduction du livre, donc on rencontre nos deux personnages principaux, principalement Pug, donc qui va devenir magicien, comme peut le dire le titre du livre, et Thomas, qui est un soldat. Ils sont tous les deux adolescents quand on les rencontre, et tout le début du roman est un récit initiatique où on les voit à la fin de l'adolescence en train de commencer à apprendre leur métier respectif, donc de magicien et de soldat, donc ils sont en formation, et ils vont tomber par hasard sur les traces de quelque chose qui ressemble à un début d'invasion. Et donc ils vont en parler au duc du coin, et ils vont faire partie de la troupe qui va partir traverser le pays pour aller informer le roi qu'une invasion est sur le point de se passer. Il va évidemment se passer de nombreuses péripéties au cours de ce voyage, et c'est un livre vraiment très bon. La séparation qu'ils avaient fait en français entre les deux parties est assez logique en fait, puisque il y a une ellipse au milieu du livre. Donc la première partie est vraiment un roman initiatique sur ces deux personnages, et la deuxième partie, les personnages sont beaucoup plus adultes et il leur arrive des choses assez extraordinaires, et on suit aussi donc les conséquences de ce début d'invasion et de cette guerre, donc puisqu'on est sur le premier tome de la Guerre de la Faille, que les ennemis passent à travers une faille depuis un autre monde. Le tome qui vient après, je l'aime le tome qui vient après, Silverthorn, qui est donc le deuxième tome, ou le troisième si vous avez coupé les 2 premiers tomes de Magicien, ou le troisième tome de la Guerre de la Faille, qui suit donc directement après la fin, ce qui pouvait être la fin de l'invasion, ce qu'on pensait être la fin de l'invasion, et on va suivre Aruta, qui est un prince, qui pensait avoir une belle jolie histoire à la Disney, mariage avec la femme de sa vie, et tout va bien. Et puis il se retrouve menacé par une guilde d'assassins. Et il va devoir se mettre en quête de quelque chose, je ne veux pas vraiment spoiler. Et c'est un excellent roman, ou est-ce que c'est un très bon roman?
La catégorie est difficile parce que j'aime beaucoup Silverstone. Je vais le mettre là-dedans. Dans Silverstone, on retrouve certains des personnages qui avaient été introduits précédemment dans Magicien, mais qu'on n'avait pas pris le temps d'explorer, notamment Jimmy les Mains Vives, qui est un favori, je pense, de tous les fans de la planète de ces livres, parce qu'ils sont juste... Ah, c'est un excellent personnage. Et ouais, c'est une quête, c'est un peu plus classique, on va dire, que Magicien, dans le sens où on a une petite équipe qui part en quête de quelque chose. Et c'est un excellent livre. Le suivant, c'est Ténèbres sur Chétanon. On va retrouver un peu plus Pug, mais aussi Aruta. C'est un peu la conclusion, évidemment, puisque c'est le dernier tome de cette trilogie, de la guerre de la faille, et où on va évidemment se rendre compte que il y a une autre menace qui pointe à l'horizon. C'est très intéressant parce que Silverstone, on n'avait plus vraiment vu, on voyait moins Pug et Thomas, qui étaient évidemment les personnages principaux de Magicien. Là, ils reviennent et on les découvre un petit peu, on les revoit en full puissance. Et ça fait plaisir de les voir. Je vais le mettre en très bon, c'est un très très bon livre. Il mérite sa place ici. Ouais, je pense que c'est un bon placement. Ce qui vient ensuite, si vous parlez à des gens qui connaissent un peu la fantasy, honnêtement, ils vont tous vous dire que si vous devez lire qu'une seule chose de Feist, ça va être la trilogie de l'Empire qui viennent ici. Donc le premier que nous avons, c'est Fille de l'Empire, que je vais mettre immédiatement en excellent, si tu veux bien te mettre en premier d'excellent, parce que c'est excellent. La trilogie de l'Empire, ça se passe en parallèle avec Magicien, sauf que ça se passe dans l'autre monde, celui des envahisseurs. Et on suit une jeune femme qui s'appelle Mara, qui, au tout début du premier roman, est sur le point de devenir prêtresse ou nonne dans la religion du coin, et se fait interrompre par des membres de sa maison qui viennent l'informer qu'elle est désormais l'héritière de sa maison et doit venir s'occuper donc des choses, puisque les derniers membres de sa famille, son père et son frère, sont décédés pendant la guerre. C'est une trilogie politique, principalement. Donc le monde, qui s'appelle le monde des Turanuani, est extrêmement complexe, a beaucoup de règles, ils sont très stricts, et elle va devoir se débrouiller dans ce monde avec ses règles très précises qu'elle connaît évidemment, parce qu'elle fait partie de ce monde, mais elle n'avait pas du tout l'intention de devenir politicienne ou de régner sur sa maison, pas du tout. Oui, donc c'est un roman principalement politique avec la guerre en fond, même si on n'y va pas forcément, et c'est extraordinaire. Ça a été écrit par Emily Feist et Jenny Wurst, donc il a collaboré avec une autrice sur cette trilogie, et c'est un bijou de fantasy. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on voit parfois, puisque ça se passe en parallèle avec Magicien, on voit parfois certaines scènes qu'on a vues dans Magicien, d'un autre point de vue, notamment une scène qui se passe dans une arène. Je ne donnerai pas de détails plus, mais c'est très 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 intéressant à voir. C'est brillant. Je sais qu'il y a des gens qui commencent Feist avec la trilogie de l'Empire, et ça peut fonctionner. Moi je conseillerais plutôt Magicien, mais ça peut fonctionner et vous aurez aucun problème à suivre. Ouais, c'est excellent. C'est excellent. Je vais mettre immédiatement en fait toute la trilogie ici. Ça fonctionne à la perfection. Donc le tome 2 c'est Père de l'Empire et le tome 3 c'est Maîtresse de l'Empire. Ils se suivent très bien, c'est prenant et les enjeux augmentent à chaque fois un tout petit peu. Et le personnage de Mara est fascinant parce qu'elle est pas plus intelligente que tout le monde ou elle a pas de pouvoir magique. C'est juste une fille qui a de l'imagination et qui est intelligente, qui comprend les choses et qui sait rebondir quand elle se retrouve dans des situations problématiques et elle apprend. Quand elle se retrouve face à quelque chose, elle va apprendre, elle va s'améliorer avec le temps. Elle a la curiosité qui manque un petit peu parfois à ses adversaires politiques. Et c'est ça qui va lui permettre d'avancer dans son enjeu politique. Je crois que Père de l'Empire est peut-être celui que je préfère des trois. Mais les trois sont vraiment excellents, ça se lit les uns à la suite des autres. C'est difficile de faire une pause. Quand vous terminez Fille de l'Empire, vous avez envie de continuer, vous avez envie de passer du temps avec Mara. Elle est extraordinaire. J'adore Mara. Donc, ça, c'est pour la trilogie de l'Empire. La trilogie qui vient, on a beaucoup de trilogies. Des fois, c'est des duologies, et on a une quadrilogie, je crois, ici. Mais la suivante, c'est une trilogie que j'aime moins. Donc on va commencer à descendre un petit peu dans les catégories. La plupart vont être en haut, mais celle-ci peut-être moins. C'est une trilogie qui s'appelle Le Legs de la Faille. Ça se passe donc après les Ténèbres sur Chétanon. Ça se passe la première, donc Trahison se passe 9 ans après la chute de Chétanon, après Ténèbres sur Chétanon, pardon.
Et on retrouve certains personnages qu'on a vus auparavant, notamment Jimmy les Mains Vives dont j'ai parlé pour Silverthorn, qui est un excellent personnage, mais là, ça marche un peu moins bien. Je trouve que ça marche moins bien. Ce qui est intéressant, c'est qu'on va voir un personnage qui est un elfe noir, qui est nommé Gorath, qui serait un peu l'équivalent d'un orc, si on veut, dans d'autres univers. Ici, c'est des elfes noirs qui sont appelés des Moredel. Et une partie du livre est de son point de vue. Et ça, c'est très intéressant. Parce que c'est différent, et parce que la façon dont il traite les elfes noirs, les orques, on va dire, dans cet univers, est vraiment très intéressante. Donc on le voit pas mal dans la trahison. Je pense qu'il est sympa, la trahison, sans plus. Mais c'est vraiment... Enfin... Ça reste... Tout est bon, hein. Il n'y a jamais du mauvais chez Faith. Moi, j'ai jamais trouvé quelque chose de mauvais chez Faith. Mais voilà. Le suivant, les assassins, je pense que ça sera l'un des rares... Peut-être que je mettrai en bof. C'est pas que c'était pas bien, c'est juste j'ai pas accroché, j'étais pas vraiment dans l'histoire à fond. On se concentre plus sur la guilde de la mort qu'on avait vue dans Silverthorn, encore une fois. On retrouve certains personnages qu'on a déjà vus dans les épisodes précédents. Et c'est un petit peu des histoires de meurtre, des embrouilles dans la ville et tout ça. J'ai pas super accroché, j'ai pas trouvé ça mauvais, mais bof, voilà. Globalement... La larme des dieux, c'est un peu la même chose. Ils sont dans la même catégorie. C'est peut-être un peu mieux que les assassins, mais... Ouais, bof. Prince de sang. Ah, j'aime Prince de sang. J'aime, de toute façon, bref, je les aime tous. Prince de sang, ça se passe 20 ans après la fin de la guerre de la faille. Donc après 20 ans après Ténèbres sur Chétanon. Prince de sang raconte l'histoire des enfants du prince Aruta, donc qu'on a connu dans Magicien, dans Silverthorn et dans Ténèbres sur Chétanon, et qui ont donc un destin de devenir des personnes importantes pour le royaume, mais qui ont un peu une attitude désagréable au début du livre, et donc leur père, le prince Aruta, les envoie à Kesh, qui est un grand royaume, un grand empire voisin, pour une mission diplomatique. Et ça va se passer, disons qu'il va y avoir des péripéties. Et ils vont donc apprendre à travers ce voyage à se comporter un peu mieux et à être moins joueurs, on va dire. Ce qui est intéressant, c'est qu'ils sont séparés très rapidement. Spoiler. C'est pas vraiment un spoiler, ça se passe au début du livre. Et ils vont avoir deux expériences très différentes. Il y en a un qui va arriver à Kesh, donc là où il doit aller, et ces intrigues vont être beaucoup plus politiques et beaucoup plus subtiles, et un autre qui va se retrouver prisonnier sur le chemin, et à qui il va croiser des esclaves, il va croiser des gens qui vivent très différemment de ce que lui il a connu, et donc il va avoir une expérience très différente. Et donc quand ils se retrouvent à la fin, ils ont tous les deux changé, mais pas de la même façon. C'est assez intéressant à regarder, c'est très très bien écrit. On rencontre aussi un des meilleurs personnages de toute la saga au grand complet, qui s'appelle Nakor, qui est un magicien. Et si vous avez lu ses livres, vous savez que Nakor, c'est la joie et le bonheur. Il y a quelques personnages, Faith, de temps en temps, il nous sort des personnages extraordinaires. Nakor, c'est un magicien qui utilise la magie fréquemment et qui passe son temps à dire que la magie n'existe pas. Et que tout le monde le regarde genre incompréhension totale. Bref, excellent personnage. Prince de sang, je dirais que c'est très bon. C'est très bon, Prince de sang. Le suivant qu'on a, c'est le Boucanier du Roi. Là, c'est une duologie qu'on a, donc Prince de sang et Boucanier du Roi. C'est une duologie qui s'appelle Les Nouvelles Chroniques de Krondor. Et là, on suit le troisième fils du prince Aruta, qui est un petit peu différent de ses deux frères, parce qu'il avait un handicap à la naissance, qui fait qu'il boite un petit peu. Pas quelque chose d'extrêmement problématique, mais ça le limite un petit peu. Il peut pas faire comme ses frères, apprendre à se battre et tout ça. Et il a un petit complexe d'infériorité, il a un petit peu du mal à s'assumer, et du coup son père, puisque apparemment c'est la seule chose qu'il a en tête, son père l'envoie pour avoir des aventures plus loin, histoire de le fortifier un petit peu, et il l'envoie à Cridi, chez son frère Martin, le duc Martin. Cridi, c'est le lieu où on a commencé notre histoire dans Magicien, dans le tout premier tome, et donc on retourne au duché de Cridi, et il va évidemment lui arriver des mésaventures, et la ville de Cridi va être attaquée. Ils vont être pris en esclavage, ils vont être capturés. Certains personnages vont être capturés. Hein, et certains personnages vont partir à leur poursuite. Et il va donc y avoir une grande aventure, notamment qui se passe sur les mers, d'où le Boucanier du Roi et
la couverture qui est très pirate, inspirée. Et c'est excellent. Nakor, que le personnage que je mentionnais tout à l'heure dans Prince de Sang, est aussi présent dans ce livre-là. On retrouve aussi Amostras, qui est un personnage qu'on avait dans la toute première trilogie de la Guerre de la Faille, et qui est excellent. Je crois que j'ai une petite préférence pour le Boucanier du Roi par rapport au Prince de Sang. Je me demande si j'ai même pas une préférence par rapport à Ténèbres sur Chétanon. Je vais le mettre là. La description que j'en ai faite semble un peu basique, mais c'est vraiment un excellent livre. Et ça va lancer plein de fils rouges pour la suite, puisqu'ils vont découvrir un continent qui s'appelle Novindus. C'est pareil, c'est pas vraiment un spoiler, on sait qu'ils vont quelque part, on sait pas où ils vont. Voilà. Et c'est très important, Novindus, pour la suite. Donc c'est très très intéressant de lire ce livre. Et pareil, le personnage, Feist, il aime bien les récits initiatiques, donc que ce soit magicien, que ce soit prince de sang, que ce soit même fille de l'Empire, et le Boucanier du Roi, c'est tous des récits initiatiques où des personnages commencent assez jeunes, et il leur arrive des mésaventures qui les forcent à grandir et à devenir adultes. Donc là, c'en est encore un. L'ombre... Donc on attaque ensuite une nouvelle trilogie, une quadrilogie ici, qui est la Guerre des Serpents. Et la Guerre des Serpents commence avec l'ombre d'une reine noire. Ce qui est intéressant avec l'ombre d'une reine noire, c'est qu'on commence avec un tout nouveau personnage au début. Jusque-là, on avait suivi des personnages qui étaient tous plus ou moins liés à Pug et Thomas, qu'on a connus dans Magicien, qui étaient des gens avec qui ils avaient traîné au début et tout ça, ou c'était les enfants d'eux, ou des personnes qu'on avait croisées sur le chemin. Au début de l'ombre d'une reine noire, on connaît aucun des personnages, c'est comme un tout nouveau livre, sauf que ça se passe dans le même univers. Ça se passe environ 50 ans après la fin de la Guerre de la Faille, donc après la fin de Ténèbres sur Chétanon. Et on suit Eric, qui est le fils bâtard d'un baron du coin, qui est malheureusement poursuivi par les gardes du coin parce qu'il a commis, il s'est un petit peu énervé et il a commis un léger crime au début du livre. Et donc il fuit et il se retrouve à Condor, qui est donc la capitale, c'est pas la capitale, c'est la deuxième plus grande ville du pays, où il se fait arrêter. J'adore le début de ce livre. Le début de ce livre est excellent parce que c'est tellement... Il essaye de bien faire, Eric, et à chaque fois il échoue. Il n'arrive pas, le pauvre. Il est arrêté et il est condamné à mort pour avoir tué quelqu'un. Et il va pas vraiment être condamné tout de suite. Il va donc lui arriver des mésaventures à nouveau. Il va être conscrit dans une armée. Et il va être envoyé sur Novindus, donc le fameux continent qu'on a découvert le bouquin précédent, pour aller espionner une menace nommée notamment la Reine Noire. J'adore ce livre, c'est un de mes favoris de tous, c'est excellent. Est-ce que c'est plus excellent que Silverton? Je crois que oui. J'adore ce livre. Il est vraiment, pareil, récit initiatique encore une fois, c'est vraiment le truc de Feist, mais c'est complètement différent sur les autres. Prince de Sang et Boucanier du Roi avaient un peu de similarité, mais l'ombre d'une reine noire, on prend deux personnages qui étaient des paysans à la base, ou des gars qui vivaient dans un coin paumé, et on les met dans l'armée et on les force à faire des choses qu'ils n'ont pas envie de faire. Et c'est pas pour « Oh, vous allez devenir des meilleurs hommes en allant faire une quête un petit peu machin ». Non, c'est Suicide Squad, quoi. C'est... vous y allez parce que bon, si vous mourrez, de toute façon, vous étiez condamné à mort, donc on s'en fout un petit peu. Et donc ça donne une ambiance vraiment différente. Et c'est un excellent livre. Et on nous introduit, ou on nous réintroduit un personnage qui s'appelle Calice, qui est le fils de Thomas, l'un des héros de Magicien, donc du tout premier livre. Et c'est un personnage très intéressant. Je peux pas vraiment en dire plus. C'est un personnage très intéressant. Et Nakor est là aussi. Quand Nakor est là, de toute façon... On pourrait dire les livres avec Nakor, tu les mets en excellent forcément. Ce qui est intéressant dans cette quadrilogie, c'est donc le premier, c'est presque une histoire de... C'est pas vraiment d'espionnage, mais c'est presque une histoire de... T'as une petite armée, une petite troupe qui va aller se renseigner, machin. Le deuxième, donc c'est très militaire et en nature, on va dire. Le deuxième livre de cette quadrilogie s'appelle L'Ascension d'un prince marchand. Et il met en scène le meilleur ami de Eric, qui était le personnage principal de l'ombre d'une reine noire, qui a participé aux aventures dans le premier tome, mais qui, dans ce deuxième tome, puisqu'il a survécu, décide qu'il va devenir très riche, qu'il va devenir un marchand extrêmement riche. C'est son objectif dans la vie. Et c'est un livre qui est principalement politique et commercial. J'adore les changements. Feist, c'est un génie. Dans le sens où il change de genre d'un truc à l'autre, et ça reste cohérent tout le temps. C'est extraordinaire.
Vraiment son objectif pendant tout le livre, c'est de réussir à devenir l'un des marchands les plus importants du pays. Et donc voilà, on est dans des intrigues politiques et commerciales, on fait des deals et des choses comme ça. Et ce qui est aussi intriguant avec ce livre, c'est que Roux, le personnage principal, est pas particulièrement une bonne personne. Il est pas méchant, pas du tout, il a pas du tout envie de blesser qui que ce soit, mais il est très très ambitieux et il est prêt à détourner les règles, il est prêt... Enfin, c'est pas du tout un héros, c'est un capitaliste dans l'âme qui est prêt à tout pour obtenir... Pas à tout, mais il est prêt à beaucoup de choses pour obtenir ce qu'il veut. Et c'est assez intéressant parce qu'il se fait aussi manipuler par d'autres gens en face. On retrouve certains personnages qu'on avait vus dans le passé, notamment le fameux Jimmy les Mains Vives dont je vous ai parlé précédemment, qui est maintenant un duc bien établi et tout ça. On croise ses enfants aussi et ses petits-enfants. C'est un livre absolument fascinant. Je l'aime beaucoup. Je l'aime à ce point-là. On va dire c'est un très très bon livre. L'ombre d'une reine noire a un peu une place particulière, mais l'ascension d'un prince marchand, excellent, excellent. Et comme je disais, cette quadrilogie, elle va dans tous les sens, mais c'est toujours cohérent et toujours extraordinaire. La rage d'un roi démon, c'est difficile d'en parler sans spoiler, mais on suit donc toujours ces mêmes personnages. Donc on suit Eric, qu'on a vu dans l'ombre d'une reine noire, on suit Roux de l'ascension d'un prince marchand, on suit Calice, le fils de Thomas, on suit Nacor et tout ça. Et c'est un peu... Dans le premier tome, dans l'ombre d'une reine noire, ils ont envoyé notre équipe commando pour se renseigner, pour essayer de ralentir quelque chose qui se passait sur le continent de Novindus. Et ce quelque chose arrive dans la rage d'un roi démon. Depuis le premier tome, on sait que quelque chose va arriver. C'est prévu. Ils font tout pour essayer de le ralentir et le limiter, mais on sait que quelque chose va arriver. Ce quelque chose arrive dans la rage d'un roi démon, et c'est un livre qui est dévastateur. Ça détruit tout un tas de trucs qu'on a établis jusque-là, que des villes, des gens, c'est un peu hallucinant. On lit ce livre, ils sont en train de... Mais c'est extraordinaire, puisque il l'avait annoncé et tout ça. Bon, bref, fascinant. La rage d'un roi démon... C'est difficile de classer tout ça. Ouais, je pense... C'est très bon, est-ce que c'est excellent? La seule raison pour laquelle Magicien est là, c'est juste parce que je trouvais que dans le tout premier tome, c'est le premier tome, dans le tout, il y avait un peu de faiblesse au niveau de l'écriture, mais c'est vrai que je me retiens aussi de le remettre dans l'excellent parce que bon, c'est le lancement de tout et que c'est un très bon livre. La rage d'un roi démon, c'est tellement... Je vais le laisser là, voilà, on peut pas tout mettre dans excellent. Excellent doit être pour le top du top du top. Le dernier tome de cette quadrilogie est le fragment d'une couronne brisée. Et c'est les conséquences, là je peux vraiment pas en parler plus que ça, c'est les conséquences de ce qui s'est passé dans la rage d'un roi démon. La rage d'un roi démon, tout part en couille. Et là, on rattrape les morceaux et on essaye de les rattacher avec les gens qui ont survécu, qui sont pas très nombreux, et avec tout ça. C'est probablement celui que j'aime le moins des quatre. Je dirais qu'il est sympa. J'en ai pas un souvenir super marquant en fait, alors que ces trois-là, ils sont marqués dans mon crâne à tout jamais. Ensuite, on tombe sur une nouvelle trilogie. Et alors je sais, je me répète, mais Raymond Face, il est excellent dans ses récits initiatiques. Et on recommence une nouvelle histoire avec un nouveau personnage qu'on n'a jamais vu auparavant, qu'on ne connaît pas, qui s'appelle Kieli. Au tout début du livre, il change de nom en cours de route, mais au début du livre, il s'appelle Kieli. Il vit dans un coin à part, très, très isolé du monde qu'on ne connaissait pas jusque-là, et il va survivre à un génocide. Il va s'éloigner un jour de son peuple, et quand il revient, il est globalement tout seul, et tous les gens qu'il connaissait sont morts. C'est les premières pages, hein, c'est la 4e de couverture, c'est pas un spoiler du tout. Il va se faire sauver par un magicien, et il va se retrouver embarqué par quelque chose qui s'appelle le Conclave des Ombres, qui est une organisation qu'a fondé Pug. Ah, notre ami Pug de magicien qui revient. Pug, c'est le fil rouge de l'histoire. Hein. Pug et Thomas, globalement. C'est les fils rouges de l'histoire. Et Pug a fondé cet organisme pour combattre le mal, on va dire, pour simplifier énormément. C'est beaucoup plus complexe que ça. Et ils vont utiliser Kieli, sous son nouveau nom, pour le former et pour l'utiliser en espion à différents endroits. Et donc on va suivre, dans le premier tome, on suit sa formation pendant une bonne partie du récit, et ensuite on suit ses premières missions.
Et ce qui est intéressant dans celui-là, c'est que il n'est pas forcément très volontaire de participer au conclave des ombres, et il a surtout l'envie principale de se venger du massacre de son peuple. Donc il y a toujours cette espèce de deux objectifs principaux qui sont en conflit assez régulièrement. Et aussi on rencontre certains des personnages qui sont censés être des héros, notamment Pug et d'autres, qui sont pas très sympathiques avec lui, parce que ils ont vécu tellement de choses, les personnages à ce stade-là, qui sont un peu genre on n'a pas le temps avec on n'a pas le temps avec les choses. Donc on a des perspectives un peu différentes sur des personnages et c'est assez fascinant. J'aime beaucoup Serre du Faucon Argenté, qui est donc le premier tome de la trilogie du Conclave des Ombres. Je dirais que c'est très bon. C'est très bon. C'est très très bon. Le Roi des Renards, donc qui est le tome 2, c'est vraiment la suite. C'est la suite de Serre du Faucon Argenté. Vraiment, on le continue à voir Serre. Donc c'est Serre, c'est son nouveau nom après qu'il ait changé. Il s'appelait Kelly et ensuite il s'appelle Serre. Il continue ses missions. Il y a un passage très intéressant, il va passer un petit peu de temps en prison et c'est un excellent passage dans ce livre. C'est beaucoup de comment tu survis à l'horreur et au traumatisme dans ce livre. C'est très 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 bon. C'est une excellente trilogie. Le Conclave des Ombres, c'est fascinant. J'aime beaucoup 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 la trilogie du Conclave des Ombres. Le Retour du Banni, je ne peux pas vous en parler. C'est du spoiler intégralement. Ce qui est très intéressant dans le Retour du Banni, c'est qu'on suit un personnage qui était un antagoniste jusque-là. Je peux pas vous dire qui, je peux pas vous donner de détails sur quoi que ce soit, parce que évidemment, si un jour vous les lisez, voilà. Mais il y a un des antagonistes qui échoue, on va dire, à la fin du Roi du Renard, et qui va se retrouver personnage principal. Et au début du tome, cet antagoniste, son objectif, c'est de retrouver les héros des livres précédents et de leur faire payer. Il va ensuite lui arriver tout un tas d'aventures, et ce personnage va devenir de plus en plus... pas gentil, il est jamais gentil, mais il devient juste... il gagne en moralité, on va dire, et c'est un arc de rédemption qui est excellent. Excellent. Retour du Banni, je dirais même que c'est le meilleur des trois, et pourtant j'aime beaucoup ces deux-là, mais je m'attendais tellement pas à ce que, dans le 3e tome, on suive ce personnage-là, dont on ne peut pas parler, que j'étais là, ok. C'était très très bon, j'adore ce livre. La suite, c'est une trilogie qui s'appelle La Guerre des Ténèbres, et on continue à suivre le Conclave des Ombres, ce groupe qui lutte pour le bien, on va dire, pour encore une fois simplifier énormément. Et on se retrouve un petit peu, on retrouve des personnages de la trilogie du Conclave des Ombres, on retrouve des personnages, on retrouve des magiciens, on retrouve Pug notamment, et ses enfants, Magnus et Caleb. On retrouve pas mal de gens qu'on a croisés auparavant, et certaines choses qui ont été lancées dans le Retour du Banni, ici, sont complètement mis en avant, on va dire, notamment des nouveaux méchants, on va dire, qui s'appellent les Talnoi. Qu'est-ce que je... C'est sympa. C'est meilleur que la trahison. La trahison, je vais peut-être le descendre, en fait. La trilogie de la Guerre des Ténèbres est sympathique. C'est clairement pas celle que je préfère de tous, mais c'est vraiment sympathique, ça se lit bien, c'est fun et tout ça. Le deuxième s'appelle La Dimension des Ombres, et ce qui est intéressant dans La Dimension des Ombres, c'est qu'on se concentre un petit peu plus sur Pug et sur son fils Magnus. Pug, c'est le personnage principal de Magicien, et c'est le fil rouge de tout le livre, comme je disais, de toute la saga, comme je disais, mais il est rarement personnage principal. En général, il fait des petits allers-retours, et il fait des petites apparitions, et puis il s'en va faire autre chose, où il a des petits chapitres à droite à gauche, et puis c'est tout. Là, dans La Dimension des Ombres, il revient un petit peu sur le devant de la scène, et ils ont fait un truc que j'ai pas souvent vu dans des livres, c'est qu'ils doivent aller dans un monde parallèle, mais il se trouve que ce monde parallèle, l'air et l'univers en général fonctionne pas bien pour un humain, donc ils doivent en fait, ils passent toute une partie du livre à adapter leur corps, à habituer leur corps à pouvoir survivre dans ce monde. Et c'est plutôt intéressant, et le livre est globalement sympathique. Le dernier de la trilogie, c'est La Guerre des Ténèbres. On est pur dans le magicien et tout ça. Vous remarquerez que la plupart des autres romans qu'on a eus sont principalement des gens normaux qui ont des aventures et tout ça, à l'exception donc de magiciens.
et donc maintenant de la trilogie de la Guerre des Ténèbres où les magiciens sont vachement mis en avant. Et donc c'est la continuité de cette trilogie, elle se suit. C'est sympathique, c'est vraiment pas inintéressant, je me suis pas ennuyée, mais c'est vrai que j'étais moins happée que je pouvais l'être sur les trilogies précédentes. Ensuite on a une duologie qui s'appelle La Guerre des Démons, qui est intéressante aussi. On a une nouvelle invasion à travers une faille à nouveau, mais cette fois pour une raison différente, c'est que on a le peuple qui essaye d'envahir Midkemia est lui-même submergé par des démons, et donc leur monde est sur le point d'être complètement détruit. Et donc, il fuit, mais il fuit de façon un peu belliqueuse, et il décide que là où ils atterrissent, ça va être à eux. Il décide de tuer tout le monde. Mais évidemment, les gens sur Midkemia vont pas se laisser faire. Et on retrouve notamment un personnage un peu plus important qu'on n'a pas trop vu depuis jusque-là, qu'on a pas, encore une fois, juste vu en petite dose à droite à gauche. On retrouve Thomas notamment, qui retrouve un rôle un peu plus important, et ça c'est cool. La Légion des Terreurs... c'est sympa. Vous remarquerez que les derniers livres de la saga j'ai moins d'amour pour eux. C'est pas qu'ils sont... encore une fois, c'est pas qu'ils sont pas bons. Hein. C'est vraiment sympathique. Hein. C'est juste... c'est moins... je suis moins emballée. Est-ce que je suis plus emballée que... Ouais, peut-être. J'aime bien Thomas, et à chaque fois qu'on le voit, je suis heureuse. Donc j'étais heureuse de le voir un petit peu plus dans celui-là. La Porte de l'Enfer, les fameux démons qui ont poussé l'invasion précédente ont une sacrée tendance à débarquer. C'est la suite, c'est cool, c'est classe, c'est épique, c'est sympathique. Encore une fois, je trouve que le travail des personnages était plus intéressant dans les livres précédents, mais ça reste une histoire prenante et très très cool. Et enfin, on termine avec la toute dernière trilogie de cette saga. Épique saga, qui s'appelle La Guerre du Chaos. Et on commence avec un royaume assiégé qui est plus politique. On se retrouve un petit peu comme on a pu avoir avec la trilogie de l'Empire ou ces livres-là du lac de la faille, plus centrés sur ce qui se passe dans une ville et dans un royaume plutôt qu'un gros événement, on va dire, planétaire. Et il y a donc des intrigues politiques qui se passent. Kesh, qui est donc l'empire voisin, commence à fomenter des coups. Ils veulent envahir une partie du royaume. Et donc on a des intrigues politiques qui sont plutôt intéressantes. Et à côté, on a un conflit plus grand, encore une fois, avec nos amis Pug et compagnie, qui se trame en fond. C'est une bonne introduction au début de la fin, on va dire. C'est pas mal. Ça reprend plein de trucs qu'on a pu voir dans le passé, donc c'est intéressant à voir et tout ça. Puis c'est intéressant de voir que les politiciens qu'on connaissait des premiers tomes, évidemment, ils sont morts, on est quelques centaines d'années plus tard. Et ceux qui les remplacent, même si c'est leur fils ou leur petit-fils, sont pas tous au même niveau. Certains sont plus malins, d'autres moins, et tout ça. Donc c'est plutôt intéressant à voir. Je dirais que c'est sympa. C'est sympa. Le deuxième tome s'appelle Une couronne en péril. Et on continue beaucoup les intrigues politiques. Le royaume des îles, qui est donc le lieu où on a passé la majorité de toutes nos histoires, à l'exception de la trilogie de l'Empire, est menacé un peu de partout. Ouais, je sais pas. J'essaye de pas spoiler, du coup c'est un peu compliqué de donner des détails. Je dirais que c'est vraiment la suite de celui-là. Ça fonctionne bien. Et on est en train, évidemment, de construire la menace suprême, on va dire, qui va arriver sur le tout dernier tome. Tout dernier tome qui s'appelle La fin du magicien. Le premier tome s'appelant Magicien dans la saga. C'était un excellent nom. On a enfin compris qui était la menace, parce que c'est un peu un mystère pendant quelques temps. Et on se concentre évidemment dans ce tome sur Pug et sur son fils Magnus. Et j'ai un petit problème avec ce tome. Je le trouve bien, j'avais pas d'attente particulière pour la fin de la saga, parce que l'avantage c'est que si vous lisez que la trilogie de l'Empire, à la fin vous avez une conclusion. Si vous lisez le Conclave des Ombres, vous avez une conclusion. Si vous lisez... Enfin, à chaque fois c'est des conclusions, ensuite c'est ça construit par rapport au truc. Donc j'ai eu plein de conclusions intéressantes dans plein de livres, donc j'avais pas des attentes particulières sur celui-là. J'ai été un peu déçue parce que je voulais...
l'histoire tourne autour de Pug et de Magnus, son fils. Le problème, c'est que Magnus, on n'a jamais vraiment pris le temps de le découvrir, on n'a jamais vraiment pris le temps de l'apprécier et de le connaître. Et je trouve que ce tome-là ne fait pas non plus ce travail-là. Et du coup, la conclusion, que je n'expliquerai pas, mais elle était un peu décevante. C'était pas catastrophique, c'était pas complètement raté, mais c'était un peu décevant. C'était pas... Ça aurait pu... Feist a mieux terminé d'autres trilogies dans la saga que dans celui-là. Du coup... Est-ce que c'est sympa? Ouais, c'est ça. C'était sympa. C'était pas... J'aurais bien aimé que la fin du Magicien, qui encore une fois est un excellent titre, soit excellent. C'est pas excellent. C'est sympa. Sans plus. Voilà mon classement. Voilà mon classement au final. Je suis un peu... ma déception. C'est pas de la déception, parce qu'encore une fois, c'est pas un mauvais livre. Le livre est intéressant, l'intrigue est intéressante. Vous êtes pris dedans et vous êtes curieux de savoir, mince, comment ils vont résoudre le problème. En plus, la menace la grosse menace de la fin, c'est un truc qu'on avait rencontré... Est-ce que je peux dire ça sans spoiler? Disons qu'il y avait des indications dès le tout premier tome, alors que je pense pas qu'il avait prévu d'en faire autant, hein. Mais il a été intelligent et du coup, la conclusion fait plein de rappels au tout premier tome. Et ça, c'est très 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 plaisant. Mais voilà, comme je disais, comme j'étais moins accrochée au personnage de Magnus, ça marche moins bien. J'ai envie de mettre Magicien en excellent. C'est quand même excellent, Magicien... On peut pas, je pouvais pas le laisser, je pouvais pas le laisser en bas. Il méritait d'être en haut. Je crois que ce classement me plaît. La trilogie de l'Empire, demandez à n'importe qui, hein, y a pas que moi qui le met en haut du pédestal. C'est génial, c'est extraordinaire. Je maintiens que L'ombre d'une reine noire est un excellent livre. Si vous accrochez pas du tout, j'arrive pas à imaginer qu'on ne puisse pas accrocher à Eric et à Haru et à Calice et à toute cette équipe dans L'ombre d'une reine noire. Silverton et Magicien, tome 1 et 2, c'est les premiers livres. C'est excellent. Tout ça, ces deux listes-là, c'est que du bonheur, page après page. Page après page, ça se lit tout seul. Et ces deux listes-là, celle-là, honnêtement, encore une fois, c'est pas du mauvais livre, c'est juste... Et ça, c'est bof. Ça se lit, ça peut aussi se sauter, vous n'êtes pas obligé. Bon, voilà. En gros, voilà. En conclusion, Feist et les Chroniques de Condor, ça peut paraître comme un énorme... Enfin, moi, je vois bien, j'ai commencé La Roue du Temps, et c'est 15 tomes, et c'est un peu effrayant. Là, c'est 26 tomes, j'imagine facilement que tout le monde peut se dire non, je vais pas commencer un truc de 26 tomes. Si ça peut vous rassurer, encore une fois, comme je disais, les trilogies et chaque série que j'ai mentionné un par un, vous pouvez les lire et vous arrêter après. Vous aurez une conclusion à la fin de chaque trilogie ou duologie ou quadrilogie en fonction. Donc, pas de panique. Si vous voulez en lire que 3, vous pouvez. Si vous voulez en lire que 6 ou 9, vous pouvez. Et si vous accrochez, continuez et vous allez voir que même au tome 18, il y a encore des choses extraordinaires, des nouveaux personnages. On suit plein de personnages, mais on a toujours des petits rappels. C'est parfois les fils d'eux, les enfants d'eux. Pug et 2-3 autres ont des longues vies, donc on les retrouve du début à la fin. Mais la plupart évoluent, grandissent, meurent, ont des enfants, etc. C'est vraiment un monde fascinant et bien écrit. Surtout, c'est ça le truc, c'est que Feist, c'est un excellent auteur qui écrit de façon très fluide et très facile à lire, et je vous invite vraiment à le découvrir. Je vous invite à commencer avec Magicien, déjà parce que c'est un excellent livre, et deuxièmement parce que c'est le début de l'histoire. Si vous voulez commencer avec le meilleur du meilleur, la trilogie de l'Empire est jamais une mauvaise chose. Disons que vous spoilez un peu Magicien si vous commencez avec la trilogie de l'Empire, c'est juste ça. Mais bon. Pour ceux qui ont lu les livres, est-ce que vous partagez ma liste? Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Est-ce que je vous ai insulté en mettant la trilogie du Legs de la Faille en bof? Est-ce que vous avez bien aimé la fin? J'aimerais bien discuter avec des gens qui ont lu la fin pour savoir ce qu'ils en pensent. Parce que c'est un peu... Il n'y a pas grand monde, enfin je connais pas grand monde qui les ont tous lus. J'adorerais en discuter avec des gens.
Dans tous les cas, je vous remercie beaucoup de m'avoir écouté et je vous dis à très bientôt sur Univers Fantasy.